Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Top départ pour la 109e émission de Et si on parlait de sport. Chaque semaine, nous entrons sur le terrain pour mettre en lumière ceux qui font vibrer le sport, dans l'effort comme dans la passion. Ici, pas de temps mort, témoignages, analyses, coups de cœur et belles performances sont au programme. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous chaque semaine. Et bien sûr, merci à notre équipe d'animatrices et animateurs, chroniqueurs, consultants et coéquipiers de haut niveau. Le match commence maintenant. Et si on parlait de sport ? Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. Et au sommaire, un premier mi-temps, et si on parlait de sport, s'intéresse à une idée reçue encore trop répandue. La grossesse serait une période d'arrêt total de l'activité physique. Or, 80% des femmes enceintes interrompent toute pratique sportive, alors même que le sport présente de nombreux bénéfices prouvés pour leur santé et celle de leur bébé. Nous recevons Damien Trastet, directeur de la maison de sport au féminin, à l'origine de la campagne Sport et Grossesse, et Alix Fauque de Jonquière, responsable de la maison Sport Santé de Toulouse Université Club, le TUC. Ensemble, ils nous expliquent pourquoi et comment rester active pendant la grossesse et lèvent les freins qui entourent encore ce sujet. Cette campagne nationale entend briser les tabous et accompagner les femmes dans une pratique sécurisée, bénéfique et durable. Un épisode éclairant pour toutes et tous. Et juste avant la mi-temps, nous vous emmenons pour un voyage au cœur du Tour, une chronique spéciale signée par notre spécialiste Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour. Et en deuxième mi-temps, une plongée dans une histoire de passion, de transmission, de longévité exceptionnelle. Rencontre avec Roland et Stéphane Rollo, un duo père-fils uni par le goût de l'effort et le respect des valeurs du sport. Roland, originaire de Ville-Comtable, continue à collectionner les titres de champion de France au-delà de 70 ans, tandis que Stéphane, champion de France en cyclisme puis en rugby, a su prolonger l'exigence du haut niveau dans sa carrière professionnelle. À la tête de SR Patrimoine Advisory, ensemble, ils reviennent sur leur parcours, leurs défis, leur regard sur le Tour de France 2025 et délivrent un message fort pour la jeune génération. Mais avant d'entrer sur le terrain, pour cette 109e émission, petit tour par l'avant-match. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, les principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer par l'événement de Toulouse ce week-end, la corrida pédestre de Toulouse. Toulouse a couru, mais surtout, Toulouse a vibré. Vendredi 4 juillet, ils étaient 6200 à s'élancer dans les rues de la Ville Rose pour une nouvelle édition de la corrida pédestre de Toulouse. Une vague de coureurs, de cris, de rires et de mains tendues qui a transformé le centre-ville en terrain de fête populaire. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement de franchir une ligne d'arrivée. Il s'agissait d'être ensemble, de faire battre la ville au rythme des foulées. Il s'agissait d'émotions, de clameurs, un souffle commun. Derrière les performances, il y avait aussi une organisation sans faille, des dizaines de bénévoles mobilisés pour guider, sécuriser, encourager, des partenaires engagés pour rendre l'événement possible et des familles, des amis, des anonymes massés sur les trottoirs qui ont eux aussi couru à leur manière. Par leur présence, leur ferveur, leur enthousiasme, la Corrida Toulouse 2025, c'était une course, mais surtout, c'était un élan collectif. Côté résultat, 3 km pour les femmes, la première Anaïs Sulpice, la deuxième Emma Gatier de Saint-Louis et la troisième Louison Moselman. Pour le 3 km homme, le premier c'est Paul Kremer, deuxième Sian Galtier-Villa, le troisième Simon Pradi. Et alors pour le 10 km femme, première Mélodie Julien, deuxième Maya Ebrard, troisième Elisa Melili. Chez les hommes, 10 km, premier David Goss, deuxième Benjamin Altier, troisième Rémi Jossac. On passe à l'athlétisme maintenant avec le meeting de Nancy avec 81 mètres 14. Yann Jossinon a confirmé vendredi au marteau sa bonne forme du moment. Victoire sur 110 mètres aussi de Willem Bellochian en 13 secondes et 25 centièmes devant Pascal Martino-Lagarde, 13 secondes et 36 centièmes. Il y avait de la Diamonds League, le meeting d'Eugène aux États-Unis avec la fondeuse kenyane Béatrice Chebet qui a pulvérisé le record du monde sur 5000 mètres avec un sprint incroyable de 13 minutes 58 secondes et 06 centièmes. Elle devient la première femme à passer sous les 14 minutes.
Côté français, Azzedine Habs a amélioré le meilleur temps national sur 1500 mètres samedi, 3 minutes 46 secondes 65 centièmes. Anaïs Bourgoin a bien tenu son rang sur 800 mètres en prenant la 4e place d'une course relevée en 1 minute 58 secondes et 41 centièmes. Alice Finot a terminé 9e du 3000 mètres steep en 9 minutes 09 84. Déception pourtant pour Renaud Lavillenie, notre saut en hauteur, éliminé d'entrée à la perche avec 3 échecs à 5,60. Bretzel Ultra Triathlon à Pont-d'Évedra. Tristan Goulven remporte le plus long triathlon de France, 38 km de natation en bassin de 50 mètres, 1800 km en vélo sur des boucles de 8,75 km, 422 km de course à pied sur des boucles de 1,33 km en 222 heures, 24 minutes et 44 secondes. Triathlon longue distance Tadev Challenge Ross 2025. Le premier français et plus jeune vainqueur de la finale des championnats du monde Ironman en 2023 à Nice, Sam Leidov, a remporté dimanche en Allemagne le prestigieux triathlon longue distance au monde en moins de 7 heures et 30 minutes. Trial avec le Spartan Race Ultra World Championships à Morzine, Haute-Savoie. Leslie Lejeune est entrée dans l'histoire en décrochant le titre de championne du monde de la Spartan Race sur l'Ultra 50 km. Pierre Manta Été, le duo français Antoine Robin et Hugo Deck a brillamment remporté dimanche et après 3 jours de course dans les montagnes de Beaufortin, la Pierra Manta Été. Tennis Wimbledon, après 4 défaites en rafale vendredi à Wimbledon, le tennis français a brûlé ses derniers feux. Malgré des performances notables pour Arthur Rinderknecht et Diane Paris, les Bleus seront absents en 2e semaine. VTT, championnat de France de cross-country à Puy-Saint-Vincent, Haute-Alpes, Lucas Martin et Olivia Onesti, tous les deux médaillés mondialement en U23 aux derniers mondiaux, ont décroché les titres élites dimanche dans les Hautes-Alpes. Coupe du monde à la Tuile en Savoie, le Canadien Jackson Goldstone s'est imposé dimanche dans l'épreuve de la Coupe du monde de descente. Il signe une 4e victoire d'affilée. Les Français Loris Vergier et Loïc Bruni terminent sur le podium. Football euro féminin, la France frappe un grand coup contre l'Angleterre pour son entrée en lice à l'Euro grâce à des buts de Marie-Antoinette Katoto et Sandy Baltimore. Les Bleus ont réussi à battre l'Angleterre, tenante du titre et favorite de cette édition, 2-1. Coupe du monde des clubs en football, quart de finale, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales face au Bayern de Munich 2-0. Les Parisiens ont terminé le match à 9 contre 11. Dans l'autre demi-finale, le Real de Madrid s'est imposé face au Borussia Dortmund. L'équipe espagnole jouera le PSG le mercredi 9 juillet. Rugby à 13, Super League, 16e journée. Le rechute pour les Dragons catalans qui se sont inclinés sur la pelouse de Wakefield. 44-6. Prochain rendez-vous pour l'équipe française au stade Gilbert Brutus samedi face à Warrington. En Champions League, 16e journée aussi, la victoire de Toulouse Olympique 13 face à Doncaster au stade Michel Bénichou à Colomiers 12-6. Rugby à 15, le test match malgré leur équipe remaniée et privée de nombreux cadres, les Français ont donné une solide réplique à la Nouvelle-Zélande samedi à Dunedin, mais les All Blacks ont fini par s'imposer sans briller 31-27. Coupe du monde, et là c'était les moins de 20 ans, 2e victoire bonifiée pour les Bleuets qui se sont imposés 35-21 face au Pays de Galles. Ils sont en tête de leur poule avant le dernier match face à l'Argentine mercredi 9 juillet. Auto Formule 1, Grand Prix d'Angleterre, rendu chaotique par la pluie, le Grand Prix d'Angleterre a été remporté dimanche par Lando Norris sur McLaren qui s'est imposé devant son coéquipier Oscar Piastri. Le Britannique a profité d'une pénalité de 10 secondes infligée à son coéquipier coupable d'un freinage trop brutal lors d'un restart derrière la voiture de sécurité. Nico Hülkenberg a réussi à placer sa Sauber sur la 3e marche du podium sur lequel il monte pour la première fois au terme de 239 Grands Prix. Max Verstappen, Red Bull, a fini 5e après un tête-à-queue. Dans le clan français, Pierre Gasly sur Alpine a brillamment obtenu la 6e place. Esteban Ocon sur Haas finit à la 13e place, alors que Isaac Hadjar sur Racing Bulls a abandonné dès le 18e tour après un crash sur une piste détrempée. Cyclisme, pour finir, le Tour de France, grand départ de Lille. Le Tour de France 2025 s'est ouvert samedi 5 juillet après une première étape de 185 km autour de Lille. C'est le Belge Jasper Philipsen qui a réglé au sprint un peloton de 40 joueurs à l'arrivée de la première étape du Tour de France samedi. Vainqueur au sprint de la 2e étape dimanche, Mathieu Van Der Poel s'empare du maillot jaune porté par son coéquipier, justement Jasper Philipsen. Il y avait en même temps le Tour d'Italie femmes qui démarrait dimanche, le parcours axant
nordiste et montagneux, un peu plus long, un peu plus dur, avec une petite centaine de kilomètres et 2000 mètres de dénivelé en plus par rapport à l'an dernier. 939 km 6 exactement, avec 8 étapes. La 36e édition du Giro féminin a débuté donc dimanche par un contre-la-montre, 13 km 6, mais tortueux dans les rues de Bergame, au nord de l'Italie. L'Italienne Elisa Longo Borghini va défendre son titre sur le Giro qui a débuté dimanche. C'est Marlène Reusser qui s'est emparée de la tête du général du Tour d'Italie à l'issue de ce contre-la-montre individuel. Place maintenant à la chronique spéciale Voyage au cœur du Tour avec Jean-Louis Pagès. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, chronique spéciale Voyage au cœur du Tour. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la construction du Tour de France dans les années 80-90. Cette semaine, nous vous proposons un voyage dans le temps, direction les années 80-90, une période charnière dans l'histoire du Tour de France. Et pour en parler, Jean-Louis Pagès, l'homme de l'ombre du Tour de France. Il a consacré plus de 3 décennies de sa vie à l'organisation du Tour, occupant des fonctions clés au sein de l'épreuve, commissaire général puis directeur des sites de la Grande Boucle. Homme de terrain, fin connaisseur de la géographie française et de ses contraintes logistiques, il fut le grand architecte de la mise en place des villes départ et arrivée, de la coordination avec les collectivités locales, des reconnaissances techniques et de l'aménagement des zones sensibles. Entré au sein de la Société du Tour de France dans les années 80, il a accompagné le développement médiatique et international du Tour avec une exigence constante, faire cohabiter la tradition du Tour et les impératifs d'une organisation moderne. Il a été le garant de l'équilibre entre le spectacle sportif, rigueur logistique et les liens avec les territoires, discret mais respecté de tous. Jean-Louis Pagès reste une mémoire vivante dans la Grande Boucle, témoin privilégié de ses coulisses, de ses évolutions et de ses légendes. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Alors, c'est très dithyrambique ta présentation. Je suis présenté comme étant une pièce maîtresse. J'ai toujours été dans l'ombre, tu le dis au départ. Mais j'aime bien ce côté discret quand même. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Mais on te renvoie normal. De temps en temps, il faut sortir les gens un peu de l'ombre. C'est important. Alors justement, on va parler de ces années 80-90 qui ont marqué un vrai virage du Tour de France que tu as bien vécu. À tes yeux, qu'est-ce qui a changé profondément à ce moment-là et quel a été le tournant majeur de ces décennies en fait? Ben c'est la fin, si tu veux, c'est la fin des années 80 où donc Monsieur Lévitan est entre guillemets est évincé du Tour, il quitte et donc là ça prend un nouveau virage. Monsieur Godet est toujours présent bien sûr et arrive donc un directeur extérieur qui n'a rien à voir avec le vélo qui s'appelle Monsieur Jean-François Naquet-Radiguet et c'est lui qui notamment invente le village. Il crée le village en fait. Il demande à ce qu'on trouve un fournisseur pour mettre en place un village départ qui n'existait pas à l'époque. Et il met en place aussi une forme de graduation des partenaires. Les sponsors se retrouvent à différents niveaux en fonction évidemment de leur participation financière. Donc maillot jaune, etc. Enfin, il y a toute cette mise en place qui se réalise dans ces années-là, donc à la charnière des années 80-90. Le Tour devient finalement une machine médiatique avec l'arrivée en force de la télévision. Le Tour est un événement mondial, presque un feuilleton de l'été. Et en tant qu'organisateur, comment as-tu vécu cette évolution? Quelles conséquences concrètes sur le terrain? Alors la conséquence, elle est très claire, c'est que le Tour se développe, le Tour a de plus en plus de moyens. Moi, quand je suis arrivé dans les années 80, c'était... Si tu veux, le Tour correspondait à aujourd'hui un Paris-Nice ou un Dauphiné, quoi. Voilà, en termes de moyens. Si ce n'est que, évidemment, avec la médiatisation, avec le nombre de chaînes de télévision qui demandent à retransmettre le Tour, il y a de plus en plus de moyens qui sont installés notamment sur les sites et de départ et d'arrivée, mais principalement sur les sites d'arrivée. Et la difficulté de ce qui était demandé au commissaire général, au directeur des sites, c'était en fait de trouver des lieux. Et de plus en plus, on va aller vers la montagne, vers des sites sportifs caractéristiques. Et en même temps, la zone technique d'arrivée se développe de manière exponentielle. Donc, il faut arriver à marier le côté sportif, qui est tout à fait légitime et primordial, et en même temps faire en sorte que toutes les chaînes de télévision qui sont présentes sur le Tour. Alors aujourd'hui, on parle, je crois, aujourd'hui, 90 chaînes de télévision, donc ça représente énormément de moyens, de camions. Une zone technique aujourd'hui du Tour, c'est environ une centaine, 130 camions qui sont implantés dans la zone technique. Il faut arriver à trouver la solution pour les mettre en place sur des lieux qui sont parfois exigus, petits, étroits, qui sont
plutôt centre-ville pour les départs d'étape, parce que là aussi, les retransmissions débutent de plus en plus tôt. On en reparlera certainement après. Donc le challenge, il est là. Le challenge, c'est arriver à faire en sorte de continuer à appliquer la règle maîtresse du tour qui était unité de temps, unité de lieu, unité d'action. De telle manière à ce que tous les suiveurs du tour, puisque la famille du tour, c'est les suiveurs du tour, trouvent les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'il faut que les journalistes soient très près de la salle de presse pour pouvoir retransmettre et dire ce qui s'est passé sur l'étape, et pas avoir à faire des kilomètres vers la salle de presse, après notamment une étape de montagne. Il faut que les sponsors qui sont présents, en tout cas dans des espaces invités, soient au plus près de la ligne d'arrivée. Donc cette règle-là, elle est, à cette époque-là, elle est incontournable. Il est hors de question. Moi, j'ai fait partie de la commission presse. Il était difficile, en tout cas, d'expliquer aux journalistes que la salle de presse pouvait être à 2, 3, 5, 10, 15 kilomètres. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je pense que peut-être on en reparlera, grâce à la technologie, grâce aux nouveaux moyens. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ce mariage, si tu veux, entre... Je vais chercher un endroit emblématique, notamment un sommet de col. Je ne parle pas des stations de sport d'hiver, hein, c'est un peu différent parce qu'il y a un peu plus de volume. Et en même temps, je dois mettre en place au même endroit tous les moyens qui sont liés à une arrivée du tour ou à un départ d'étape, mais principalement à une arrivée du tour. Alors justement, les cols mythiques dont on parle, ça a dû poser d'énormes défis logistiques. Est-ce que tu as quelques exemples particuliers sur justement une installation, quelque chose qui te revient d'une installation comme ça sur un col? Il y en a plein. Écoute, moi, le premier des souvenirs que j'ai, donc c'était du côté de l'Aubisque en 85. Il y avait deux demi-étapes, en fait. Il y avait une arrivée à l'Aubisque et puis ça redescendait de l'autre côté. Il y avait les coureurs redescendaient côté la Reims, s'arrêtaient à la Reims, se restauraient, mangeaient et prenaient une douche et repartaient de l'autre côté et repassaient par l'Aubisque. Mais l'installation à l'Aubisque en 85, moi je me souviens, on était logés à Aubonne dans la montée. Il y avait tellement de monde qu'en fait on n'a pas pu accéder en voiture au sommet. Il y avait énormément de monde et il a fallu installer donc les moyens techniques au sommet de l'Aubisque. Ça a commencé un peu comme ça. Après, bon, évidemment, le Tour y retournait en 2007 à la volonté donc de Christian Prudhomme. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a eu également bien sûr le Tourmalet où on est retourné en 2010 après 1974, mais moi, ce qui m'a marqué beaucoup, en fait, c'est le côté défricheur, le côté première fois. Et Christian Prudhomme a eu la gentillesse, moi, de me permettre de vivre ces moments-là, notamment une arrivée au sommet du Galibier en 2011, parce que ça faisait 100 ans que le Tour était passé au sommet du Galibier. Donc, il a souhaité faire une arrivée au sommet du Galibier. Mais là, si tu veux, on a commencé à penser, donc en 2011, donc on a passé les années 80-90, on a commencé, grâce à la technologie et grâce à la technique, à faire en sorte que les zones techniques d'arrivée soient déportées. C'est-à-dire qu'il y avait certes l'arrivée au sommet du Galibier, vraiment au sommet, en haut, au-dessus du tunnel, à 1 kilomètre du sommet, donc à hauteur de la stèle Henri Légrange, Henri Légrange, un des fondateurs du Tour, la zone technique de France Télévisions, et à 8 kilomètres du sommet, c'est-à-dire au sommet du Lautaret, du col du Lautaret, les autres moyens techniques et les télévisions étrangères et les radios. Et la salle de presse était installée à Serre-Chevalier, encore un peu plus bas, une vingtaine de kilomètres. Donc, si tu veux, cette illustration-là, le Galibier est très significatif, et depuis, évidemment, le Tour est allé ailleurs, et notamment au sommet de l'Izoard. Bon, le Grand Nom, c'était pas une première, là. Il y est retourné en 2022, mais on avait déjà fait une première arrivée en 1986, avec des moyens, là aussi, qui étaient tous installés là-haut. Et avec même on avait envisagé une évacuation des coureurs hélicoptères militaires. Donc tout ça montre bien qu'il fallait arriver à marier les besoins d'une retransmission, et à l'époque la technique était moins soutenue qu'aujourd'hui, la technologie ne permettait pas. Aujourd'hui on se rend compte, je le sais parce que j'ai gardé quelques contacts sur le Tour et notamment des techniciennes, des gens de terrain. Je sais que par exemple cette année sur le Tour il doit y avoir 11 à 12 zones techniques arrivées, je parle des arrivées, qui sont décalés, qui sont déportés, qui sont excentrés. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Tour est arrivé donc au sommet du Puy-de-Dôme. Moi, j'avais fait les repérages déjà devant Christian Prudhomme en 2014-2015. Le Tour n'y est arrivé que 5-6 ans après. Hein. Le schéma, moi, que j'avais proposé à l'époque, qui était donc une arrivée certes au sommet, avec des moyens limités, c'est-à-dire une ligne d'arrivée, un podium protocolaire, un service médical, et un petit quart de retransmission pour France Télé. En bas, donc au pied et du côté donc de
le pied donc du Puy-de-Dôme, il y avait donc le parking des équipes, le fameux paddock, et le reste des installations étaient installées sur le circuit de Charles. C'est ce qui s'est avéré en 2020, je sais pas combien, 22, enfin il y a 2-3 ans de ça. Mais là, on joue facile parce que la technologie permet ça. Si tu veux, en faisant un parallèle, il y a des hommes qui sont allés sur la Lune. Tout le monde ne va pas sur la Lune, quoi. Vous savez, quand on arrive à retransmettre les images des premiers pas de l'homme sur la Lune depuis la Terre, et en l'occurrence, c'est un peu ça. C'est que la technologie a permis de délocaliser et de permettre autour dans des endroits emblématiques, des endroits sportifs. Il y a eu l'Isoar il y a pas si longtemps que ça. Donc tout ça facilite. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais ça facilite les choses parce que ça devient une sorte d'habitude avec le travers, si tu veux, Laurent, que aujourd'hui l'atmosphère globale du Tour dans laquelle baignent les journalistes, les suiveurs, les caravaniers, etc., se disperse un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, tout le temps, au cœur de l'événement. Mais ça, c'est normal. C'est une transformation, une évolution qui est tout à fait logique. La priorité étant donnée, évidemment, à l'aspect sportif et à des arrivées emblématiques. Écoute, Jean-Louis, je vois qu'on pourrait encore parler des heures. Je te propose qu'on poursuive ça sur une prochaine chronique. On continuera à aborder le sujet. Entre autres, on pourra parler de cette ouverture au monde, de la caravane et l'économie du Tour. Ouais. En tout cas, merci encore pour ces éclaircissements. On a l'impression d'être sur la route avec toi quand tu nous parles. Ces années 80 marquent une décennie de rupture pour le Tour de France. Il change de dimension, plus rapide, plus exigeant, plus médiatisé. Pourtant, il reste fidèle à l'esprit, à ses racines, à cette magie populaire qui traverse les générations. Ce tournant, il n'a pas été le fruit du hasard. Il a été construit, préparé, façonné par des femmes et des hommes de terrain, passionnés et rigoureux. Parmi eux, Jean-Louis Pagès a joué un rôle central, mais il n'était pas seul. Avec lui, toute une équipe soudée œuvrait chaque jour dans l'ombre pour penser chaque virage, chaque ligne, chaque droite, chaque podium, chaque étape. C'est grâce à ce travail collectif discret mais essentiel que le Tour a su franchir des décennies sans jamais se trahir. Et s'il continue aujourd'hui d'enflammer les routes, c'est aussi parce que les bâtisseurs comme eux ont su préserver son âme tout en s'adaptant à son époque. Merci Jean-Louis d'avoir partagé ses souvenirs avec nous. La semaine prochaine, on continuera ce voyage au cœur du Tour. Et d'ici là, parlons sport. Merci Laurent. À très bientôt Jean-Louis, merci pour tout. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec Damien Trastet et Alix Foch de Jonquière. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, l'émission qui explore les multiples facettes du sport, de la performance à la prévention, en passant par la santé, l'éducation ou l'inclusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore trop peu connu mais essentiel, la pratique d'une activité physique pendant la grossesse. Pour en parler, nous accueillons Damien Trastet, directeur de la Maison du Sport au Féminin, et Alix Foch de Jonquière, responsable de la Maison Sport Santé du Toulouse Université Club, le TUC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Qui est Damien Trastet ? Quelle est sa fonction ? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Moi je suis Damien, j'ai après des études en STAPS jusqu'au niveau master, j'ai intégré le district de l'Aude de football. Donc j'ai fait 15 ans au sein de la Fédé de foot au niveau local, ce qui m'a permis de faire tout un tas de projets et de m'investir. La particularité, c'est que j'ai toujours cherché à m'engager dans des projets au-delà de la simple gestion du foot. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les discriminations, quelles qu'elles soient, notamment de lutte contre le racisme et les discriminations. En 2024, j'ai quitté le district et j'ai intégré la Maison du Sport au Féminin sur un nouveau projet qui... On passe du foot au féminin, c'est bien. C'est ça. On travaillait aussi sur le foot féminin au niveau du district de l'Aude, mais pas dans ces dimensions-là et pas avec cet engagement-là que je découvre dans une asso qui est vraiment sensationnelle, dans laquelle le mot engagement prend tout son sens. Et je suis vraiment ravi de contribuer à ce nouveau projet. Pour moi, c'est absolument génial. Avec un beau sujet à la clé dont on va parler dans 15 instants. Alix, de ton côté, c'est quoi le parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à discuter d'un sujet aussi fort ? Alors oui, donc je suis Alix. J'ai un cursus de formation en communication d'entreprise et en gestion de projet. J'ai d'abord commencé ma carrière professionnelle en tant que consultante
consultante, essentiellement pour des entreprises dans l'aéronautique. Et puis il s'avère que dans ma vie personnelle, plusieurs de mes proches ont été touchés par la maladie et j'ai vu les bienfaits de l'activité physique dans leur traitement. Et donc très touchée par leur histoire de vie, j'ai décidé d'associer en fait mes compétences de consultante dans un domaine qui me parle, c'est-à-dire le sport santé. Eh bien justement, le sport santé aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble avec un sujet qui n'est pas une maladie, je le dis tout de suite avant d'en parler. Damien, tu es à l'origine de ce projet innovant qui a été lancé le 3 juin, Sport et Grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine de cette campagne et les enjeux qu'elle soulève? Parce que là, on sort du football complètement. Hein. Oui, non, on est sur vraiment la carrière des femmes, la carrière sportive des femmes, et essayer de faire en sorte que la grossesse ne soit pas un frein pour ces femmes dans leur carrière sportive, donc qu'elles continuent à pratiquer normalement autant que possible pendant leur carrière, pendant leur grossesse. De toute manière, dans l'ADN de la Maison du Sport au Féminin, l'idée de faire bouger les lignes, c'est répandu, c'est un leitmotiv. Et on est sur ce projet-là dans les mêmes conditions et on essaye de faire en sorte que toutes les idées reçues qu'il y a autour de la grossesse, de la femme fragile, du bébé qui aurait des risques, mais on essaye de faire évoluer tout ça et de faire en sorte que les idées changent et de faire en sorte aussi que les femmes pratiquent parce que tout simplement, on va y venir, mais c'est bien pour leur santé et pour la santé du bébé. Et c'est de là qu'on part, c'est-à-dire qu'on a aussi dans notre fonctionnement un volet santé sur lequel on veut appuyer et le projet Sport et Grossesse, c'est notre volet santé de 2025 et on va essayer de le faire vivre tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année et même de le déployer au national sur nos maisons en Ile-de-France et à PACA. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui a eu l'idée de ce sujet Sport et Grossesse? Parce qu'en fait, on a bien vu, on a quelques championnes qui effectivement ont commencé à s'élever par rapport à ça, qui veulent justement montrer qu'on peut faire du sport et qu'on peut continuer à faire du sport tout en attendant un bébé. L'idée, elle est venue comment à la Maison du Sport féminin? Alors déjà, on a des femmes, des bénévoles ou des salariés qui ont eu un parcours de grossesse avec des expériences complètement diverses et notamment notre présidente Maguelone Pontier a été enceinte et on lui a conseillé d'arrêter la pratique sportive alors qu'elle était ultra sportive auparavant. Donc elle s'est arrêtée, alors tout laisse à croire qu'on devrait continuer. Et donc ça a été un changement parce qu'on s'est dit même dans le corps médical, il y a encore des personnes qui malheureusement véhiculent ces idées assez archaïques. Donc on s'est vite rapproché d'un réseau médical de sages-femmes, de gynéco, de maisons sport santé, l'ARS, etc., l'ordre des sages-femmes, pour justement voir quel était le message médical, se renseigner avant de lancer, nous, cette campagne. Et on a trouvé un fort écho auprès de ces personnes et une vraie volonté de nous accompagner. Et ça nous a vraiment boosté parce qu'on s'est trouvé face à un milieu qui aussi travaille en réseau comme nous, essaye de faire bouger les lignes aussi. Et donc on est ravis d'avoir pu avoir tous ces beaux logos sur notre affiche. On en parle tout à l'heure, mais là justement, c'est une maison des sports au féminin, qui est d'une structure qui vous a permis de lancer ce projet, ce sujet qui est un sujet fort et qui touche de nombreuses femmes. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que cette maison du sport? Parce qu'elle est récente quand même dans la région. Oui. Quelques mots quand même pour les personnes qui nous écoutent. Oui, la maison du sport au féminin, elle a été créée en 2022. Donc c'est une association très récente à l'initiative de Maguelone Pontier qui travaillait sur les sujets sport au MEDEF 31. Et donc l'initiative, elle part du MEDEF 31 et de cette réflexion qu'il y a eu au sein de la commission sport. Et de là est venue l'idée de monter cette association vraiment pour faire bouger les lignes sur un constat qui était largement partagé d'inégalité dans le sport entre les femmes et les hommes, que ce soit dans les carrières sportives de haut niveau ou dans la cour d'école ou en EPS ou dans les clubs sportifs. Il y a énormément de chiffres qui montrent ces inégalités. On peut en citer qu'un, mais parmi les 100 sportifs les mieux payés de la planète, il y a 0 femme. On est même en recul par rapport à quelques années auparavant où il y avait quand même 2 femmes. Et ça, on a mis en place tout un tas de projets pour essayer de faire bouger les lignes, donc sur l'aspect pédagogique, en créant un livre avec des modèles d'Occitanie, des filles qu'on voulait mettre en valeur pour créer des modèles auprès du public, du jeune public. On a animé un podcast aussi sur des sujets inspirants de femmes dans le sport. On sensibilise aussi beaucoup dans les écoles pour lutter contre les stéréotypes de genre. Donc on va parler des inégalités dans la cour d'école, de l'occupation de l'espace, comment on joue au foot dans la cour d'école et quelles problématiques ça engendre auprès des enfants.
Et voilà, on accompagne aussi les carrières de haut niveau comme on peut en offrant des prestations à des filles qui ont des carrières bien souvent très précaires avec l'idée de les mettre en relation avec notre réseau d'entreprises. Elles ont des besoins, on les met en relation avec des entreprises qui peuvent les aider. Et on fait ça de façon bénévole, c'est-à-dire que les entreprises viennent donner du temps, donner de la compétence pour ces filles, pour les aider dans leur carrière. On va revenir sur notre sujet, mais c'était intéressant d'avoir ce petit retour sur cette maison. Donc, pour les auditrices qui nous écoutent, elles peuvent effectivement se rapprocher, les sportives qui cherchent aussi à se faire aider ou à se faire accompagner. Sur cette campagne, pourquoi elle est nécessaire ? 80% des femmes arrêtent toute activité physique pendant leur grossesse. Comment on explique cette réalité et pourquoi est-ce problématique ? Alix ou Damien ? En fait, on s'est aperçu, on a mis en corrélation deux choses, c'est que les études montrent qu'il faut pratiquer une activité physique pendant la grossesse, c'est largement documenté, les sages-femmes, les gynécos maîtrisent très bien ça et le conseillent dans leur pratique, et parallèlement, des femmes qui majoritairement arrêtent ou diminuent la pratique alors même que c'est bénéfique pour elles. Donc en fait, il y avait vraiment pour nous un enjeu de lancer la campagne pour justement mettre en corrélation ces deux infos entre pousser les femmes à faire du sport pendant leur grossesse, tout simplement pour des fins de santé et pour qu'elles soient en meilleure santé et mettre en adéquation un message médical avec la pratique des femmes pendant leur grossesse. Moi, je voudrais juste rajouter un point, c'est que peut-être aussi que les professionnels de santé qui accompagnent les femmes et qui les suivent pendant toute leur grossesse sont eux-mêmes pas forcément bien informés sur comment pratiquer ou les bienfaits de l'activité physique. Je pense que certains peut-être vont inciter à pratiquer une activité physique adaptée pendant la grossesse parce que eux-mêmes sont sportifs, mais si on ne l'est pas, en fait, je pense que on peut rester sur des idées reçues sans le vouloir et plutôt inciter au repos plutôt qu'à l'activité physique. Alors justement, concrètement, c'est quoi les bienfaits du sport pour les femmes enceintes, tant sur le plan physique que mental ? Est-ce que tu peux nous donner quelques infos ? Alors c'est vrai que la grossesse, c'est une période qui est unique dans la vie d'une femme et il y a de profondes transformations clairement sur différents plans, à la fois physique, psychique et émotionnel aussi. Donc les bienfaits de l'activité physique, enfin sur le plan physique, ça va être que va y avoir ça va prévenir en fait les différents maux de la grossesse, comme par exemple les maux de dos, puisque on a la silhouette qui change aussi. Ça prévient aussi des maladies cardiovasculaires, du diabète gestationnel. On aura aussi un meilleur retour veineux, ce qui permettra d'éviter la sensation de jambes lourdes par exemple. Et puis sur le plan mental, ça permet déjà d'avoir un temps de sociabilisation aussi, puisqu'on va venir pratiquer une activité physique en groupe, par exemple. Ça permet aussi de faire le plein d'endorphines, qui est l'hormone du bonheur et qui nous procure aussi du plaisir. Et ça viendra aussi prévenir de la dépression qui peut survenir pendant la grossesse ou en postpartum. Et au-delà de ces effets en fait bénéfiques pour la femme, c'est aussi important de ne pas oublier pour le bébé, c'est-à-dire que toutes les hormones qui vont être sécrétées et libérées en fait pendant l'activité physique, le bébé va les recevoir aussi. Et une femme enceinte qui va être en mouvement en fait pendant la période de grossesse et même aussi en postpartum, ça va déjà permettre à l'enfant d'être habitué au mouvement en fait. Et il y a une étude qui est en cours et qui montrait en fait que les bébés in utero qui ont été portés par une maman sportive en mouvement va développer plus de capacités dans le développement psychomoteur aussi après. Le futur petit champion, quoi. Exactement. Mesdames, n'hésitez pas à refaire du sport. Bien sûr, comme tu le disais, Alix, hors antenne, en ayant consulté avant, en ayant pris les mesures de sécurité, bien évidemment, chaque femme ayant son propre rythme à elle. Tout à fait. Quels sont les freins à lever, Damien ? L'un des objectifs de la campagne est aussi de sensibiliser le corps médical. Quels sont les freins qui subsistent encore dans le discours ou dans les pratiques ? Il faudrait faire déjà une différence entre les spécialistes de l'accompagnement des femmes pendant la grossesse. Donc les sages-femmes, les gynécos sont très au fait de ce qui se passe et très, je pense, bien renseignés et documentés sur l'activité physique pendant la grossesse et ses bienfaits. En revanche, chez certaines professions, notamment les médecins généralistes, il peut parfois y avoir une réticence pour promouvoir l'activité physique pour une femme enceinte, et on l'a vu nous directement avec notre présidente qui s'est retrouvée à arrêter l'activité. Donc en fait on a choisi nous aussi d'appuyer notre campagne sur le corps médical pour faire en sorte que les médecins, les kinés puissent recevoir cette information et avoir un focus sur quelques infos, quelques bienfaits et quelques pratiques précises de sport
pour derrière pouvoir prescrire ça aux femmes qui le rencontrent dans leur pratique. Alors je vais vous bousculer un peu tous les deux, mais est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a tendance à trop protéger les femmes ? C'est possible. C'est possible qu'aujourd'hui, il y a aussi dans une tendance du zéro risque, en fait. On veut prendre aucun risque à la fois pour le bébé et pour la femme. Donc oui, je pense qu'on nous met peut-être, nous les femmes, trop dans du coton et au contraire... il faut essayer de nous sortir de ça pour pouvoir nous inciter à bouger et remettre aussi en perspective ce qu'est la grossesse dans une vie. Et je pense à quelque chose d'important, c'est que souvent on sait qu'il y a une période après où on refait des cours de kiné pour remettre son ventre au niveau effectivement, si on a des abdominaux un peu travaillés avant, parce que ça travaille beaucoup à ce niveau-là, si on a ce souci-là de garder son corps en bonne forme, il y a moins de travail à faire derrière. C'est un complément qui se fait et c'est important de le dire. C'est-à-dire que si on s'arrête complètement pendant 9 mois, le corps, lui, du coup, il travaille, mais c'est beaucoup plus difficile après de récupérer son temps. Et c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre et dire, voilà, c'est aussi important pour votre santé et pour votre corps qui, lui, a travaillé, mais il faut le faire travailler intelligemment, quoi. Oui, et je pense qu'il y a même une prise de conscience à avoir déjà quand on a l'idée d'avoir un enfant, déjà de connaître son corps, ce que c'est le périnée, ce que sont les abdos, comment bien les travailler sans se faire mal. Et pendant la grossesse, effectivement, continuer de pratiquer une activité physique, ça va aider aussi, ça va vraiment accompagner en fait la transformation du corps. Une fois que l'enfant sera né, on va aussi mieux récupérer si on a pratiqué une activité physique et surtout si on est bien entouré. Une campagne très concrète, Damien, que vous avez mis le paquet parce que l'idée c'est de faire passer le message. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu les supports et comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Comment ça se passe? L'objectif principal, c'était de créer une affiche. Donc on s'est appuyé sur une boîte de communication qui a créé cette affiche avec l'enjeu vraiment d'avoir sur cette affiche le mouvement. L'idée de mouvement, on a eu un débat notamment avec Alix lors d'une réunion du comité de pilotage où on se disait est-ce qu'on met une fille qui pratique du yoga un peu statique ou est-ce qu'on met une fille qui fait de la course à pied? Et on est parti sur l'option course à pied parce que vraiment on veut montrer que c'est le mouvement qui génère tous les bienfaits pour la femme, même si le yoga peut être pratiqué aussi et c'est très bien. Donc il y a cette affiche qui est à destination de tout public et qu'on a envoyée dans toutes les pharmacies, Parapharmacie Lafayette qui est notre partenaire et qu'on a envoyé à toutes les maternités, tous les centres hospitaliers, toute l'Occitanie. Et ensuite on a donc le flyer qui est plus lui à destination des professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'on l'a agrémenté avec quelques conseils rapides à donner aux femmes dans la consultation ou un flyer qu'ils peuvent distribuer tout simplement avec 2-3 idées clés. On peut pratiquer, comment on peut pratiquer et où se renseigner. Voilà l'idée des deux supports. Et derrière, on a aussi mobilisé les réseaux sociaux et donc on a créé aussi 2 podcasts, notamment avec des sportifs de haut niveau pour justement faire s'appuyer sur des rôles modèles de filles qui ont continué l'activité physique alors qu'elles sont à haut niveau. Et donc on a Jennifer Cross qui est venue, on a Jeanne Frendo de Blagnac et on a aussi fait une vidéo à destination des réseaux sociaux avec Alexandra Tamaniuk qui est joueuse au TFC et capitaine de l'équipe de France de futsal et qui nous a raconté comment elle a continué l'activité physique, la compétition jusqu'à ses 4-5 mois de grossesse et sans que ça lui pose le moindre problème. Et donc on essaye de s'appuyer sur ces rôles modèles pour montrer que si elles y arrivent, pourquoi pas faire 30 minutes de marche plusieurs fois par semaine pour essayer juste de garder le mouvement pendant sa grossesse. On retrouve tout ça sur le site, toutes ces informations, la vidéo, oui. Les podcasts sur votre site. C'est ça, et l'idée, on a tout renvoyé vers notre site internet avec tous les conseils, les études. 2 études scientifiques permettent aussi aux professionnels de santé d'aller se renseigner et vraiment la liste, la carte des maisons sport santé de toute l'Occitanie pour savoir dans mon secteur où je peux aller me renseigner, où je peux aller pratiquer, avec l'idée que sur notre site, il y ait à peu près toutes les infos nécessaires pour une femme qui cherche des renseignements. Voilà, donc vous pouvez vous renseigner sur le site Maison du Sport au féminin, c'est ça, ouais. .fr. Alix, le rôle du TUC, particulièrement de votre Maison Sport Santé dans cette campagne?
Oui, alors je vais peut-être te donner quelques précisions sur ce qu'est le dispositif Maison Sport Santé. Donc c'est un dispositif assez récent qui est en fait aujourd'hui trop peu connu, notamment par les prescripteurs de l'activité physique, c'est-à-dire les médecins généralistes, les médecins spécialistes. Donc le TUC est habilité Maison Sport Santé depuis 3 ans. On propose des programmes d'activité physique adaptés pour toute personne qui se présente, qui peut avoir une maladie chronique, une affection de longue durée ou qui est sédentaire, ou une personne qui a besoin en fait d'un accompagnement, un petit coup de pouce pour pratiquer une activité physique et retrouver un mode de vie actif. Voilà. Donc par rapport à la grossesse et l'activité physique pendant cette période, nous ce qu'on souhaite à partir du mois de septembre, c'est d'ouvrir des créneaux spécifiques pour ces femmes. En fait, on veut vraiment que notre maison Sport Santé ce soit un lieu ressource pour les femmes enceintes et en postpartum. On veut essayer de faire en sorte qu'elles ressortent des séances avec le sourire, avec le plein de bonnes énergies, voilà, parce que c'est des super mamans et des futures mamans. Il faut positiver pour faire des beaux bébés derrière. Ce projet ne s'adresse pas forcément aux femmes enceintes, mais à tout leur entourage. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à leurs proches ? Parce qu'il y a aussi l'entourage pour la femme, qui a une pression probablement. Et oui, il y a encore beaucoup de femmes qui reçoivent plein d'injonctions contradictoires, qui ont dit, leur sage-femme va leur dire vous pouvez aller pratiquer, et puis elle va recevoir plein d'infos de ses parents. La mamie, le tata, le tonton, non, faut pas que tu fasses, c'est ça ? Exactement, le bébé est pas accroché, il y a des risques de fausse couche, il y a donc tout ça vraiment. Faut démystifier tout ça. Oui, voilà. N'étant pas professionnel de santé, on pourrait dire que j'ai pas de légitimité à parler de ça, mais en fait, on a écouté beaucoup de gynéco. Il y a eu une conférence faite par le TUC qui était absolument géniale, où les gynécos sont venus expliquer une quinzaine de femmes enceintes pourquoi c'était bénéfique et sur quels leviers médicaux elles s'appuyaient. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que à toutes les femmes enceintes, c'est ayez la force de dire je m'appuie sur ce qui est officiellement prouvé. Et j'arrête d'écouter ce que peut dire quelqu'un qui n'est pas assez renseigné ou qui a des infos erronées. Alors justement, c'est déjà ta conclusion, parce qu'on en arrive à la fin. Alix, je vais te demander, tu vas conclure justement, quel message tu aimerais faire passer à toutes ces femmes enceintes qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent encore à bouger pendant cette période ? Oser bouger. Oser faire le premier pas, parce que vraiment, il ne faut pas rester seul dans son coin avec ses interrogations, ses doutes. Entourez-vous surtout des bons professionnels de santé ou professionnels de l'activité physique adaptée que vous pouvez retrouver dans les maisons Sport Santé pour être vraiment bien conseillé et une pratique vraiment en sécurité et en toute confiance. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Le sport pendant la grossesse, c'est bon pour le corps, pour l'esprit et pour le bébé, à condition bien sûr d'adapter la pratique à son état de santé. Retrouvez tous les contenus de la campagne sur le site de la Maison du Sport au Féminin et suivez leur action sur les réseaux. À bientôt. À bientôt, merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Roland et Stéphane Rollo. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau, et si on parlait de sport, aujourd'hui, dans cette deuxième mi-temps, nous recevons un duo père-fils inspirant, deux parcours liés par un amour inconditionnel de l'effort et de la compétition, et surtout de la transmission.
D'un côté, Roland Rollo, originaire de Ville-Comtal, infatigable passionné de cyclisme, multiple champion national et international chez les Masters, qui continue à repousser les limites à plus de 80 ans. De l'autre, son fils Stéphane Rollo, natif de la Ville Rose, double champion de France en cyclisme sur piste, puis en rugby avec le club de Castanet. Aujourd'hui dirigeant de sa propre entreprise SR Patrimoine Advising, spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'assurance et l'immobilier. Une belle occasion de parler passion, performance, transmission et avenir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, en tout cas dans cette émission. Vous avez tous les deux un parcours marqué par le sport, mais dans des disciplines et des contextes bien sûr différents. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun et nous dire ce que le sport représente dans votre vie? On va commencer par Roland, qui est ici le sage de cette émission aujourd'hui. Voilà, je suis presque né sportif, puisque je suis né en 1944, le 20 octobre. Mon père était sportif et c'est lui qui m'a mis le pied sur la pédale et sur le vélo. Et je suis là aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous et de parler de mon parcours. Stéphane. Oui, bonjour Laurent, merci déjà pour cette invitation. Moi je suis né en 72, j'ai 52 ans maintenant et la passion a été transmise par mon père puisque dès le plus jeune âge, je crois que j'ai pédalé avant de marcher. Toute la famille faisait du vélo, que ce soit du côté maternel ou paternel, les oncles et les tantes, tout le monde. Donc obligatoirement, moi qui courais toujours partout dans le village, j'étais obligé de continuer sur ce sport qui m'a donné beaucoup de plaisir et qui m'en apporte encore aujourd'hui. À quel âge t'as donné tes premiers coups de pédale avec un papa comme ça? Je pense que je pense qu'à 2 ans déjà, j'étais déjà sur une bicyclette à roulettes. Il y avait quelque chose déjà de fait là-dessus. Ouais. Donc on va commencer par toi, Roland, justement, malgré les années, tu continues à fixer des objectifs impressionnants. Quels sont donc, on va dire, un petit peu la carrière, et puis parler de tes projets aussi? Oui, bon, mais pour la carrière, on va continuer. Hein. Donc j'ai débuté le cyclisme en 1962 et ma carrière de ma jeunesse, je l'ai arrêtée en 1982, c'est-à-dire 20 ans de carrière en première catégorie, élite, et ensuite, j'ai continué. Quand j'ai arrêté le cyclisme, je suis devenu président du club de l'île Jourdain avec l'ancien professionnel, les 2 frères Sanders, Dominique et Gilles, qui ont collaboré, qui m'ont aidé dans le parcours pour l'école de cyclisme aussi. Et les jeunes étaient satisfaits d'avoir des coureurs cyclistes qui avaient fait le Tour de France. Voilà, déjà c'est un parcours... Tu as fait, je t'interromps, mais tu as fait combien de Tours de France? Ah non, j'ai pas fait le Tour de France. Non, j'étais amateur, les échelons, quoi. Premier Penelope, où j'avais terminé 18e à Toulouse, et on était 200 au départ, j'avais jamais couru, c'était en 1962, au mois de mars. Place de la Hallogren, c'était. Depuis, tu as continué parce que tu as gagné des titres, mais alors tu as passé un cap, tu t'es dit je continue quand même. Oui, alors le cap, ça a été de performer pendant cette carrière, surtout dans ma jeunesse. Je suis devenu champion des Pyrénées contre la montre par équipe. Et j'avais un frère, Robert, qui avait 15 mois de moins que moi. On était comme des jumeaux. Et lui avait gagné le championnat des Pyrénées individuel la même année, en 1967. C'était sur le circuit du Faux à Montauban. Voilà. Et après, on a continué, on a disputé les classiques Paris-Tours, où j'avais terminé 14e. C'était Alain Vasseur qui avait gagné et Cyril Limard qui avait terminé second à cette époque-là. J'avais été échappé pendant à peu près 80 km et le début avait été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent. Sur 260 km, c'était pas évident. Mais j'ai raccroché les derniers et puis je suis revenu devant et puis j'ai été dans l'échappée. Et à 20 km de l'arrivée de cette classique, un contre est arrivé et puis j'ai pas voulu aller dans ce contre. Et finalement, je suis arrivé 16 secondes après, j'ai fait 2e du sprint de peloton, donc ma 14e place. On a l'impression d'être sur le vélo avec toi. Voilà. Et donc ça continue aujourd'hui, t'en es où sur les classiques ou les courses que tu fais encore? Tu cours encore? T'en es où? Alors oui, je cours toujours. J'ai repris le vélo en 2000 et donc j'ai repris le vélo parce que ma vie a fait que j'ai perdu mon épouse, la mère de mes enfants. Et là, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est le sport qui m'a ressuscité quelque part. Comme souvent. Rencontrer, aller au-devant des autres et parler toujours.
Et voilà où j'en suis. Donc en 2004, je suis devenu champion d'Europe Master au Portugal, dans la ville de Joaquim Agostino, que j'aimais beaucoup en tant que coureur cycliste. Et puis ainsi de suite, après les Coupes du Monde, Coupes d'Europe que j'ai remportées, championnat de France, toutes les catégories depuis 60 ans jusqu'à 5 ans en arrière là maintenant. Et là, prochainement, tu as encore un projet en route ou tu as une idée? C'est quoi le projet à venir? Alors, mon projet, c'est le record de l'heure de ma catégorie d'âge des plus de 80 ans. Donc je suis en préparation, je commence. Mais j'ai été également un bon pistard dans ma jeunesse. Je disputais de nombreux omniums. Et donc je vais tenter le record de l'heure qui avoisine les 40 km/h. Mais je suis confiant et je pense que je y arriverai. On va te suivre avec notre émission. Tu viendras nous annoncer le résultat avec grand plaisir. Stéphane, quel regard tu portes un petit peu sur ce qu'a fait ton père, sur cette carrière finalement un peu extraordinaire? Oui, et après, il est mesuré dans ses propos parce qu'il pourrait passer des journées et des journées à raconter ses histoires. Il a été à très haut niveau amateur. Il aurait pu passer professionnel, mais il a préféré consacrer sa vie à sa famille. C'était une époque où les amateurs ils gagnent même plus d'argent que certains professionnels. Donc, alors qu'aujourd'hui, le cyclisme a énormément changé. C'est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en amateur. Il y a beaucoup moins de courses. Et il n'y a que très peu de personnes qui sortent du lot. Après, moi, je trouve magnifique ce qu'il fait. Il est vraiment passionné. Il a toujours des objectifs. L'an dernier, il me dit Steph, il faut qu'on fasse une course ensemble et tout. Je dis mais tu plaisantes ou quoi? J'avais juste fait 4 jours de vélo avec notre ami Didier. On était partis avec des copains faire Toulouse-Liançat en VTT. Et il me dit viens, on va courir. Moi, j'ai dit bon ok. Il m'avait fait la licence et tout. J'ai dit bon on y va. C'était à Thibaut sur le circuit Candy là-bas et j'ai dit bon on y va. Et bien, moi, premier quart d'heure, je serrais les fesses pour tenir au paquet. J'étais dernier. Après, je me retrouve aux 3 quarts. Un quart d'heure après, au bout de 3 quarts d'heure, j'étais devant. Il y a eu une chute. On a évité la chute. Je regardais si Roland n'était pas dedans. Et il était à côté. Il me fait un signe avec le pouce. Il me dit ça va, un clin d'œil. J'ai dit c'est bon, il est là toujours. Et moi aussi. Et puis à la fin, il y a un petit groupe de 8 qui partent. Et je suis pas assez confiant pour y aller, donc je suis resté dans les roues. Et puis dernier tour, je me dis je vais le faire à fond. Je me rappelle, j'étais sur la droite, Roland à gauche, dans la roue d'un autre qui l'a mené. Et puis je voulais la mener, il est resté de son côté. J'ai continué jusqu'à la fin, je fais 8e, il fait 9e. Et c'était un moment magique, magnifique. Je trouve ça. Pour le faire avec son papa, c'est énorme. C'est énorme. C'est des moments suspendus qu'il faut vivre et qui sont gravés et ancrés. Voilà. Alors toi aussi, tu as pratiqué le haut niveau, d'après ce que j'ai lu quand même. Tu as fait du sport de haut niveau. Comment le sport t'accompagne encore dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai fait du sport à haut niveau parce que j'étais à l'INSEP pendant 3 ans. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, en fait... professionnellement ça aide parce que il faut se conditionner et se préparer pour aller voir justement les clients pour partager, puisque j'ai choisi de faire un métier où dans l'assurance et dans la gestion du patrimoine il faut accompagner. Je suis beaucoup dans l'accompagnement. L'accompagnement, c'est aussi transmettre son savoir-faire. Et donc il faut être présent auprès des clients, et comme on le fait comme un sportif se prépare, il faut se préparer avant le rendez-vous, et puis il faut rassurer la personne que l'on va conseiller, que l'on va suivre, et donc pour avoir de bons résultats. Voilà. Et j'ai vu que tu avais aussi créé une association sport et culture, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors l'association Sport et Culture, association asosportetculture.fr et .com, donc c'est pour accompagner les sportifs et les artistes. Donc ça m'est venu du fait que moi, quand j'étais sportif, on était beaucoup isolés pour certains, et il fallait trouver des moyens. Comme maintenant aussi, en fait, ça n'a pas changé du tout. Donc il y en a certains qui sont épaulés, quelques-uns qu'on accompagne, il y en a d'autres, ils sont un peu esselés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de lever des fonds grâce au levier fiscal de l'association pour pouvoir accompagner ces sportifs, leur donner des moyens
matériels. C'est des moyens aussi techniques, les accompagner aussi pour trouver un métier, faire une formation. C'est ça aussi l'accompagnement et la transmission qui est nécessaire pour pouvoir faire ce sport dans les meilleures conditions. Après, il y a des exemples extraordinaires comme quelqu'un avec qui j'ai couru, qui est de ma génération, Christophe Perrault, qui lui était ingénieur. Il avait la moitié du temps, il travaillait ingénieur et l'autre moitié, il s'entraînait au vélo. Il a été champion de France plusieurs fois contre la montre et il a fait deuxième aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est un personnage. Il a fait le Tour de France aussi. Donc, c'est des exemples comme ça. Et accompagner les jeunes dans ce sens, c'est intéressant. Là, il y a par exemple Bilal Benama qui a fait deuxième aux Jeux Olympiques. Qui est venu dans notre émission d'ailleurs. Voilà, super garçon, très sympa, que j'accompagne avec mes moyens du mieux que je peux. Et l'idée, c'est de trouver des fonds justement pour qu'il puisse s'entraîner au mieux. C'est un exemple de sportif parmi tant d'autres. Après, il y a Stéphane Toureau aussi, j'aimerais bien lever des fonds, parce que c'est important. Il est vice-champion du monde d'apnée. Son objectif, bien évidemment, c'est d'être champion du monde, mais c'est un sport qui est très atypique et qui demande beaucoup de moyens parce qu'il faut un staff médical, il faut des plongeurs aussi qui soient très bons pour pouvoir accompagner lors des tentatives. Donc c'est des budgets qui sont conséquents. Donc ça, c'est encore un autre sujet sur lequel il faut lever beaucoup plus de fonds. Voilà. Donc on peut joindre cette association en allant sur le site assosporiculture.com, tout à fait. Et donc à travers-là, on peut mettre un petit message et venir vers toi, quoi. Exactement, tout à fait. Alors on va revenir sur le cyclisme. Merci Stéphane pour cette belle présentation. Évidemment, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe en ce moment, parce que le Tour de France 2025 est parti. C'est un Tour de France qui est parti de Lille et qui, pour cette année, va faire vraiment les étapes qu'en France. On a assez décrié le fait qu'il parte de l'étranger. Là, il sera vraiment en France. J'ai envie de vous demander à tous les deux quel regard vous portez sur cette grande fête du cyclisme qui a évolué, parce que toi, Roland, tu l'as connu à une certaine époque, toi aussi probablement. Il s'est passé plein de choses. Comment vous le voyez chacun avec peut-être deux générations différentes? Roland, ton point de vue sur comment tu vois le Tour de France aujourd'hui, toi? Alors, j'ai rencontré le Tour de France. Mon père m'avait amené sur sa moto à Bagnères de Bigorre et j'ai vu un coureur habillé en bleu, blanc, rouge. C'était Raphaël Gemignani. C'était en 1952. Il avait remporté l'étape et il était arrivé tout seul. Et là, ça m'avait marqué. J'étais derrière les palissades à l'époque. On pouvait naviguer un peu à gauche, à droite. À l'heure actuelle, c'est plus possible. Il faut être invité. Bien, mais là, j'ai dit, j'ai envie de devenir coureur cycliste. Et puis, ça m'a marqué. Et j'ai voulu lui ressembler, et puis voilà où je suis arrivé aujourd'hui. Et ton regard aujourd'hui sur le Tour de France actuel, comment tu vois les choses? Parce qu'effectivement, il y a eu plein d'évolutions. Moi, Tout à fait. Entre le moment où on avait Félix Lévitan, Jacques Godet, et puis aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Tout à fait. Mais le Tour de France, c'est devenu un Tour de France mondial par rapport aux compétiteurs. Autrefois, c'était des équipes nationales, régionales, dans le Tour de France. Il y avait les Italiens, les Français, les Espagnols, des équipes mixtes, Suisse, Luxembourg, les Anglais aussi en équipe mixte. Et puis à l'heure actuelle, c'est un autre Tour de France. C'est inimaginable l'évolution du vélo sur lesquels il pédale, parce que c'est des matériels qui ont changé, tout a changé, le système, comment dirais-je, l'efficacité de la course en elle-même aussi, parce qu'ils ont leurs oreillettes qu'il n'y avait pas à l'époque. Enfin, il y a des choses. Effectivement, à l'époque, ils partaient comme avec leur vélo et directement, ils avaient leur chambre à air avec eux, quoi. Tout à fait, autour des épaules, et ils réparaient seuls quelquefois. Mais c'était magique. Ce qui nous plaisait aussi, c'était comment dirais-je, la caravane qui était fabuleuse. Les gens. Et c'était folklorique. Et puis, ça permettait aux gens de partir, de s'exiler de la campagne. Beaucoup de gens partaient à vélo, à moto.
Mais ça continue. Voir Hein. le Tour de France, ça continue aujourd'hui, toujours. les gens prennent des vacances pour suivre le Tour de France. Hein. C'est plus grandiose. Quand on les voit sur les bords de route avec leur camping-car, ils sont là avec leurs chaises et tout, ils regardent, c'est extraordinaire. Toi, ton regard sur ce Tour de France avec une autre vision peut-être. Ouais, moi ce que je regardais, après j'ai bien voulu faire de recherches aussi sur ce qu'était le Tour de France, et c'est vrai que ce qu'il y avait à l'époque, les forçats de la route, aujourd'hui c'est plus des sprinteurs de la route, puisque les étapes sont beaucoup plus courtes, voire deux fois plus courtes qu'auparavant. Ils faisaient des étapes à 400 km, c'était la folie, sur des routes en gravier. Enfin, c'était vraiment un autre sport. C'était plus des randonneurs et des fondeurs qui faisaient de l'extrême, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts. Après, ça a évolué effectivement, et aujourd'hui les routes sont beaucoup plus rapides, tout est organisé et fait pour qu'il y ait des étapes courtes, nerveuses, rapides, on le voit, ce qui a créé quelques polémiques il y a certaines années, parce qu'il y a eu beaucoup de chutes lors des débuts de tours. Après, ce que je reproche un peu, c'est que certaines arrivées, elles sont un peu trop... Elles sont trop dangereuses, trop étroites ou avec trop de virages avant. On pense effectivement à la sécurité des coureurs, mais il y a certaines arrivées qui sont un peu dangereuses à mon goût. Après, le fait que ça revienne en France, je trouve ça très bien. Après, c'est ne plus le Tour de France comme auparavant. On est en France, c'est les courses en France, effectivement. Et après, c'est un autre Tour de France. C'est beaucoup plus médiatisé, c'est beaucoup plus vu dans le monde entier. Justement, effectivement, les gens viennent de partout pour venir voir le Tour de France. C'est un autre tour. Voilà, c'est autre chose. Il faut faire avec ce qu'il y a aujourd'hui, et il faut aller le voir avec les mêmes yeux, s'émerveiller des coureurs. Et quand on voit des champions comme Pogacar, Van der Poel, tous ces jeunes qui sont magnifiques et qui ont du cœur et qui aiment transmettre aussi leur passion, c'est ça qui est magnifique en fait. Alors, j'ai une question quand même pour tous les deux sur l'évolution du cyclisme amateur et professionnel aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées. Comment vous voyez ça, Roland? Alors, entre le cyclisme amateur et le professionnel. Amateur et professionnel, oui. Le statut du professionnel, c'est lui qui a évolué beaucoup. C'est-à-dire que il pouvait pas continuer comme ça parce qu'il n'y avait pas il n'avait pas d'assurance, il cotisait pas pour leur avenir. Ah oui. Et alors maintenant, c'est des salariés, c'est devenu des salariés, et les coureurs, ça a été une chance pour eux parce que autrefois, avant que on arrive à cette chose-là, les coureurs restaient locaux. Il y avait beaucoup de critériums, il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et évidemment, certaines ne voulaient pas passer pro parce qu'au début, ils gagnaient presque rien. Ils passaient pro 1 an, 2 ans. Et puis, ils arrêtaient, redevenaient indépendants par rapport à ce qu'ils pouvaient gagner. Et c'est pour ça que le Tour de France a évolué dans ce sens. Et les contrats, les belles équipes nationales, internationales, et puis c'est devenu mondial. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui courent, ça fait la richesse de ce cyclisme. C'est magnifique. De toi, qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, alors il y a vraiment un gap entre les amateurs et les professionnels, effectivement. C'est pour ça que, on en revient à ce que je souhaite faire avec mon association. En fait, c'est accompagner vraiment les amateurs, parce qu'on est vraiment, vraiment amateurs. Il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits, au niveau national aussi, par rapport au fait que la jeunesse et les sports, et c'est vrai qu'il y a un très petit budget, quoi. On veut des sportifs, on veut des champions, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On dit, on parle, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais concrètement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas vraiment de moyens comme... alors je prends l'exemple du cyclisme, par exemple, puisque on parle de vélo. Ça peut être transposé dans d'autres sports, bien évidemment, en France, mais au cyclisme, on regarde par rapport à la piste, par exemple, les Anglais mettent des moyens, des gros moyens pour y arriver. Les Japonais, on le voit, ils ont eu d'énormes résultats.
Et donc, il faut mettre de l'argent sur la table pour pouvoir avoir des moyens et pour pouvoir attirer et donner les moyens aux sportifs de se réaliser. Et c'est aussi éviter de laisser certains champions sur la touche, parce que tous ne sont pas bons quand on est jeune. Et il y en a qui mettent un peu plus de temps, qui sont en maturité au bout de 5-6 ans. D'autres, ça va être au bout de 10-12 ans. On a des exemples comme ça, mais c'est pas encore ancré dans l'esprit, quoi. On parle toujours du jeune, il a 18 ans, il a gagné à 18 ans, il a gagné à 19 ans, il a gagné à 20 ans. Ouais, mais il y en a d'autres, ils vont gagner à 25, à 30 ans ou à 35 ans, même 40 ans. Il y a des champions qui ont duré très longtemps. Gilbert Duclos-Assal, il a gagné Paris-Roubaix, il avait 40 et 41 ans. Donc, quand on est vraiment motivé, en fait, c'est le moteur, et je le dis aux jeunes aussi, c'est la motivation. Et dans ce mot motivation, il y a moteur, il y a la vie et il y a l'action. Donc c'est hyper important d'être motivé. S'il n'y a pas de motivation, on ne peut pas aller au-delà de son effort physique. Il faut quelque chose qui vraiment stimule l'esprit pour que le corps suive. Voilà. Alors là, tu réponds déjà à la question que j'allais vous poser à tous les deux pour conclure cette émission. D'abord, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux jeunes? Quel message vous voudriez leur dire sur l'expérience pour les encourager à s'engager, à persévérer, surtout garder le plaisir de pratiquer? Oui, alors, oui, c'est sûr. Moi, j'ai continué à faire du cyclisme, justement, et j'ai retransposé cette situation. Et il n'y a pas d'âge pour pratiquer ce sport. La fédération a donné les moyens, avec les catégories d'âge, de pouvoir continuer à persévérer dans ces attitudes et à montrer l'exemple. Moi, je leur dis aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de gagner, il ne faut pas avoir peur de l'adversaire. Il faut partir avec conviction. Et déjà, quand vous avez un projet d'avenir, probable, par exemple, le championnat de France ou régional, il faut y penser. Il ne faut pas penser au dernier moment à cet objectif. Il faut penser 6 mois à l'avance, se le mettre déjà bien ancré, et là on va réussir à l'avenir. Un dernier mot, Stéphane. Oui, c'est ça, on en revient au fait qu'il faut un stimuli, c'est-à-dire une motivation. Si on n'a pas un objectif et qu'on n'est pas motivé, alors la motivation, elle peut venir de soi, mais elle peut venir aussi des autres. C'est-à-dire, comme il le disait Roland tout à l'heure, c'est quand il a vu Raphaël Gimignani, ça lui a donné l'épaule, quoi. Ça l'a motivé pour faire une carrière. Et beaucoup de jeunes sont comme ça, ils ont une idole. Et il faut qu'on ait un exemple pour pouvoir être attiré vers cet exemple. Et l'exemple, c'est la lumière, en fait. Quand on voit une lumière, quelque chose qui illumine votre journée, qui vous donne le sourire, qui vous donne envie, qui vous donne du pétillant dans les yeux, eh bien, on a envie de le vivre encore et on a envie d'être cette lumière. Donc, on va tout faire pour y arriver. Et ensuite, quand on est arrivé, et même quand on arrive, eh bien, on veut toujours se perfectionner, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on devient la lumière sans s'en rendre compte, parce que, eh bien, on commence à avoir des jeunes qui viennent vous voir, qui vous disent « je suis content ». Donnez-moi un autographe, dites-moi comment, ou quand on roule avec eux, ils sont contents de rouler. Et c'est ça, il faut vraiment avoir un repère. Voilà. Merci à tous les deux pour ce beau moment de partage. Votre parcours, votre énergie et votre humilité sont une vraie source d'inspiration. On te souhaite, Roland, beaucoup de réussite dans tes défis et on les suivra. Et Stéphane, de continuer à faire rayonner les valeurs du sport dans ta vie professionnelle, dans ton association. On a bien retenu. Longue vie à cette passion qui vous unit à tous les deux. Merci à vous, Laurent. À très bientôt. Merci. Retour au vestiaire, c'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 109e émission avec les grands rendez-vous sportifs de la semaine dans l'agenda du sportif. Alors, lundi du 30 juin au 13 juillet, tennis Grand Chelem ATP WTA Wimbledon qui se poursuit. Du samedi 5 au 27 juillet, le Tour de France donc qui a débuté cette semaine. Dimanche 6 au 13 juillet, cyclisme Tour d'Italie féminin Giro. Mardi 8 juillet, football Coupe du Monde des clubs avec le demi-finale. Du mardi 9 au dimanche 13 juillet, VTT Coupe du Monde XC et descente à Palm Arensal en Andorre. Mercredi 9 juillet, football avec l'Euro 2025 UEFA féminin France contre Pays de Galles.
Football en Coupe du Monde des clubs, demi-finale, l'autre demi-finale. En jeudi 10 juillet, cyclisme Tour de France, la 6e étape Bayeux-Vire dans Normandie. Vendredi 11 juillet, athlétisme Diamonds League avec le meeting de Monaco. Cyclisme Tour de France, 7e étape Saint-Malo, Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents. Vendredi 11 au 16 juillet, waterpolo avec les championnats du monde hommes et femmes à Singapour. Samedi 12 au 13 juillet, moto Grand Prix d'Allemagne. Samedi 12, cyclisme Tour de France, 8e étape Saint-Ménéan-le-Grand à Laval. Rugby à 13 en même temps, Super League Dragons Catalan contre Warrington au stade Gilbert Brutus. Il y a Championships aussi avec la 17e journée, Halifax Panthers contre Toulouse Olympique 13 en Angleterre. Dimanche 13, cyclisme Tour de France 9e étape, Chinon-Châteauroux. Football Euro 2025 UEFA féminin, Pays-Bas-France. Football Coupe du Monde des clubs avec la finale dimanche. Lundi 14 juillet, cyclisme Tour de France 10e étape, Enesa, Le Mont d'Or, puis de Sancy. Du lundi 14 au 20 juillet, tennis avec les tournois ATP 250 de Bad Tag en Suède et de Gdańsk en Suisse et de Los Cabos au Mexique. Tournoi WTA 250 de Budapest, Hongrie et Hambourg en Allemagne. Coup de sifflet final pour cette 109e émission de Et si on parlait de sport. Un immense merci à nos invités du jour, Damien Trastet, Alix Faux de Jonquière, Roland et Stéphane Rollo, Jean-Louis Pagès. Vous avez enflammé le micro avec vos récits, vos passions et vos engagements. Vous avez clairement marqué des points. Un grand merci aussi à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Chaque semaine, vous êtes toujours plus nombreux à grimper dans notre bus du sport. Continuez à liker, commenter, partager, surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si on parlait de sport, et si vous qui nous donnez l'élan. Un grand coup de chapeau à nos partenaires de toujours, LG Consultant, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Merci de faire équipe avec nous et de jouer collectif depuis le début. Et bien sûr, mention spéciale à la team de l'Assaut Et si on parlait de sport, une escouade 100% passion, 0% temps mort, qui mouille le maillot chaque semaine pour transformer cette émission en véritable terrain de jeu radiophonique. On se retrouve très vite pour un nouveau round de sport, de bonne humeur et d'invités au top. Même micro, même énergie. À la semaine prochaine dans Et si on parlait de sport.